Jean-Claude Bory, retraité de l'éducation nationale. Et Joan François, donc, d'Ariège, et donc un caminaire, et donc enseigne la langue de Gascugne, donc, del Nucuseran, aquí. L'Occità ou la Languedoc, se diz. És nascut com les altres llengües latines del latí, com el francès, l'italià, el castellà, el català, és nascut al tour del segle VIII o IX. Oh, no, oh. Et après, fuguet una de les primeres llengües escrites en defort del latí. Els primers texts occitans són anteriors als primers texts français. No. Enfin, le fameux serment de Strasbourg, là. Mais il y a des textes religieux, comme la cantilène de Sainte-Eulalie, oh. Et puis, surtout, l'âge d'or de l'Occità, de la Languedoc, fuguet le segle XI, XII et XIII, avec les troubadours. Et oh, pour dire oui, oh, se disait, on l'écrivait oh, mais ça vient du latin aussi, hein, je ne me souviens plus exactement quel... L'occitan est né en fait de plusieurs mélanges entre le... Parce qu'il y a, en fait, il y a plusieurs occitans. Hein. Quand on dit l'occitan, en fait, ça regroupe plusieurs grands dialectes, hein, on pourrait le dire comme ça, oui, oui. Dont le provençal, le rhôno-alpin, l'auvergnat, le limousin, le languedocien et le gascon. Alors ici, dans les Pyrénées, on parle surtout gascon et un peu languedocien, puisqu'il y a une partie quand même Massat, qui est Massat, voilà. Enfin, Massat à l'autre et côté. après, la dernière partie orientale est plutôt catalane quand même. Hein, là, c'est le catalan. Voilà. Et alors, ce gascon, par exemple, si on prend que l'exemple du gascon, il est né de plusieurs dialectes aussi, qui sont nés en fait entre... C'est un mélange un petit peu entre le basque et puis les tribus qu'il y avait à l'époque et qui ont colonisé. Et ensuite, quand les Romains, les Gallo-Romains ont apporté le latin courant, langagé, tout ça, ça s'est tout mélangé, hein, tout barricade. Et finalement, ça a donné ce gascon qui fait partie bien sûr de l'occitan. Alors, comme tu l'as dit, au XIIe et XIe siècle, ça a été un peu l'apogée des troubadours qui ont vraiment, on peut dire, fait connaître la Languedoc dans une grande partie de l'Europe et surtout dans les palais, chez les rois, hein, oui. Dans tous les châteaux. Et donc, ça a permis de faire connaître bien cette langue qui a rayonné, on peut le dire, culturellement sur surtout une partie de l'Europe, dans la noblesse de l'Europe, on va dire. La suite est plus triste, hein, ah oui. Parce qu'on peut dire qu'on a eu un premier pet, si on peut dire, avec les croisades, oui. Puisque les croisades qui ont directement attaqué notamment la religion cathare, qui donnait une grande place quand même au culturel finalement, et qui était très, très tolérante, hein, ça a commencé culturellement à être une attaque religieuse, certes, pas directement sur la langue, mais disons que ensuite progressivement, comme les régions sont devenues françaises finalement, après les croisades, c'est la langue qui petit à petit a été un peu attaquée par les ordonnances, notamment c'est l'ordonnance ensuite de Cotterêts, là, de François Ier, qui a obligé déjà, dans un premier temps, à la Renaissance, de mettre le français dans les écrits officiels. Et ça a été un premier coup sur la langue. Oui, hein. oui. Et ensuite, ça s'est plus prononcé. Au niveau, alors, le deuxième coup fatal, ça a été quand même ensuite au niveau de l'école, ça c'est sûr, puisque on a voulu, bien sûr, faire un État qui parlait la même langue. Hein, donc, on a obligé le français est devenu la langue officielle et obligatoire dans toutes les écoles, au détriment des langues régionales qui ont été complètement délestées et interdites même, on peut le dire, puisque les gens n'avaient même pas le droit de les parler dans les cours de récréation. Et ça a donc anticipé la disparition des langues, surtout que dans les familles, à part des familles qui ont résisté et qui ont continué à le parler avec leurs enfants, mais il y a eu beaucoup de parents qui ont arrêté de parler l'occitan à leurs enfants, de peur qu'ils se fassent punir eux-mêmes. Et ça a porté un coup fatal à la langue, parce qu'en 2 ou 3 générations, la langue a considérablement perdu du terrain
est devenue une langue beaucoup moins vivante qu'elle ne l'était il y a encore 100 ans. Il y a encore 100 ans, ici, tout le monde parlait occitan quasiment. Hein. Oui, ce on peut dire justement, c'est que jusque, mettons, la dernière guerre, oui. Avant la Seconde Guerre mondiale, pratiquement tout le monde parlait occitan, oui, oui. Et que cette langue qui n'avait jamais été enseignée pendant des siècles s'est perpétuée, transmise et sans beaucoup changer. Et oui, oui. Alors les dialectes se sont un peu, évidemment, séparés un peu plus les uns des autres. À l'intérieur même de chaque dialecte, il y a eu des nuances. Bien sûr, mais grosso modo, les gens pouvaient parfaitement se comprendre. Oui. Alors que, encore une fois, on ne leur avait jamais appris. Oui, oui. Et ils la connaissaient. Ils étaient analphabètes dans leur langue, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas la lire ni l'écrire. Ils la parlaient simplement. Pour les troubadours, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les troubadours venaient de toutes les régions d'Occitanie. Il y avait beaucoup de Limousins, mais il y avait aussi des Gascons. Bien sûr. Il y avait des Provençaux, il y avait des gens du Massif central. Et les troubadours écrivaient dans leur propre dialecte. Voilà. Mais en même temps, ils se comprenaient parfaitement entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours vrai. Quand les gens veulent se comprendre, ils se comprennent parfaitement. Bon. Nous, on peut très bien parler. Moi, je comprends très bien quand tu parles gascon, et toi, tu me comprends quand je parle languedocien. Il n'y a pas ce cas des problèmes. C'est-à-dire que, comme il a dit, Jean-François, à partir du moment où le roi a conquis la croisade, a amené la croisade et conquis en particulier les terres du comte de Toulouse, toute une partie méridionale occitane s'est trouvée rattachée au royaume de France, et évidemment, au royaume de France, on parlait le français. Donc il fallait absolument que c'était la langue du roi. Bon. La grande différence entre une langue et un dialecte, c'est que une langue, c'est avec une armée. Voilà, c'est ça. Et à partir du moment où c'est la loi du plus fort, et donc c'est la langue du plus fort qui l'a emporté, même si, encore une fois, la langue s'est perpétuée dans les familles, même dans l'écrit. Il y a eu des écrits notariés longtemps, même après l'édit de Villers-Cotterêts, il y avait dans des endroits assez reculés. Bien sûr, et puis, pour le Béarnais en particulier, je crois que le Béarnais a été langue officielle longtemps. Ah oui, longtemps, oui, bien sûr. Bon, il y avait le caractère spécifique du royaume de Navarre, bien sûr, qui jouait. En France, on a quand même eu une politique quand même pour rattraper un petit peu tout ce qui s'était passé auparavant. On a remis un peu les langues régionales à l'ordre du jour. Hein. Dans les années 70, par là, ça a commencé, on va dire. Oui. Et on a commencé par remettre de la langue régionale. Alors, aujourd'hui, on va parler surtout d'aujourd'hui, hein, les enfants, en principe, dès la maternelle et en primaire, peuvent bénéficier de ce qu'on appelle une sensibilisation à la langue et à la culture régionale. Donc ça leur permet d'écouter la langue à travers des jeux, des contes, on leur apprend des chants, des danses aussi. Et tout ça, c'est pour les préparer, s'ils le souhaitent, à continuer et d'apprendre vraiment cette fois-ci la langue au collège. Hein. Au collège où ils prennent l'occitan en option et ils peuvent bien sûr le continuer jusqu'au lycée où ils passent même une épreuve au bac qui leur permet bien sûr d'avoir un certain niveau et aussi de gagner bien sûr quelques points au cas où ils auraient une bonne note. Alors l'intérêt, c'est surtout un intérêt à la fois culturel et on va dire c'est le bilinguisme, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on maîtrise bien déjà une deuxième langue, on arrive à en apprendre d'autres facilement. Et les expériences prouvent aujourd'hui que les classes bilingues, par exemple, qui sont faites dans le primaire, permettent à ces enfants d'apprendre très rapidement une troisième langue, en général, voire une quatrième. Alors, pour donner un exemple avec le gascon phonétiquement est très proche par certains sons de l'anglais, donc ça leur permet d'apprendre l'anglais assez facilement. Et par le vocabulaire, bien sûr, c'est une langue romane, donc elle est assez proche de l'espagnol et du catalan, bien sûr. Donc, par ces deux voies, ils arrivent à apprendre relativement facilement les deux autres langues, que ce soit l'espagnol, par exemple, ou l'anglais. Hein.
Voilà. Et puis c'est une ouverture culturelle surtout, à bien connaître ses racines, son histoire, etc. Et puis, oui, bon, alors déjà c'est une ouverture sur toutes les langues, et en particulier sur toutes les langues latines. Bon, je veux dire, quelqu'un qui parle occitan et français, il aura beaucoup moins de difficultés à apprendre l'espagnol ou le catalan, même l'italien. Donc ça, c'est important. Et ensuite, il y a le côté culturel sur la connaissance de la culture de la région dans laquelle on vit. Bon, ne serait-ce que par la toponymie, le nom de lieu, les noms de personnes sont souvent d'origine ou gasconne, ou languedocienne, ou occitane, enfin en tout cas, ont une relation très forte avec l'histoire de la culture du pays. Donc si on la connaît, on se sent plus, je veux dire, on comprend mieux Voilà. où l'on passe, où l'on vit. Bon, c'est pas compliqué. Oui. Quand on monte ici, tu es monté, tu as vu deux sources. Tu te souviens comment elles s'appellent, ces sources? Alors, il y en a une, c'est Hunt del Praue Pepe. Pepe. Hunt, c'est la fount, la fontaine, la source. Le Praue, c'est le pauvre. C'est le pauvre, oui. Pepe, alors Et est-ce que Pepe, c'était le nom d'un berger un berger d'origine espagnole qui s'appelait Pepe. Pepe, oui. Et alors ici, il aimait bien s'y arrêter et Voilà. y boire. Voilà. Et la deuxième, C'est Hunt del Minur. del Minur, oui, la fontaine des mineurs. Voilà. Et puisque ici, on est dans une vallée minière. Et alors après, c'est vrai quand on regarde la toponymie, par exemple, qui existe sur les cartes, bien qu'on en ait perdu une grosse quantité, parce que elle était orale, et finalement, avec les gens, elle est partie. Bien Mais sûr. enfin, il y a eu quelques traces quand même écrites de noms, de lieux, encore sur les cartes qui figurent, et qui permettent de comprendre un petit peu. Par exemple, au-dessus, vous avez le roc de la Sau. Hein, c'est le roc où on mettait le sel. Bien sûr. Ça s'appelle comme ça. Et c'est vraiment le rocher où on mettait le sel aux brebis. Voilà. Donc chaque endroit porte un nom qui correspond aussi à une activité humaine qui a eu lieu, ou à une histoire, ou à une légende. Mais les gens, autrefois, ne mettaient jamais des noms par hasard. Bien sûr. Et quand on connaît les clés de ces noms, c'est passionnant parce que finalement, on comprend pourquoi tel endroit s'appelle comme ceci, ou telle montagne a tel nom, etc. Ben, l'Oussalat, Le salat, oui. Ça vient du sel. du sel, là, parce que justement au port de Salau, hein, on passait beaucoup de sel. Ouais. C'est pour ça que ça donnait le nom à cette rivière qu'on appelle le Salat. Ah oui. Oui. Alors il y a souvent des tutes aussi de l'ours. Oui. Qui Ah sont oui. souvent des abris sous roche. Parce que l'ours a toujours existé dans nos vallées et donc les abris étaient un peu connus. Et souvent, quand ils ont été ensuite abandonnés, ils pouvaient servir d'abri aussi pour se protéger contre l'orage ou la pluie. Quand ils étaient à proximité, disons, d'un chemin. Ouais, c'est l'abri de Bilou, je crois, non? Mais je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas l'abri, si? Alors ici, ça s'appelle le refuge de Bilou. Oui. Parce que Bilou, c'était le nom, c'était pas le sobriquet, mais disons le petit nom du berger. Hein. C'était comme ça, on l'appelait Bilou. Et c'était son sobriquet, on va dire. Et il est resté très longtemps dans cette montagne ici. Il a transhumé pendant au moins 20 ou 30 ans ici. Et donc c'était sa cabane, quoi. Il venait toujours ici. C'est pour ça d'ailleurs que après, la cabane a été inaugurée, après sa réfection. Ouais. On l'a appelé refuge Cyprien Bernier d'Ibilou. Parce que ça a été notre maître à tous. C'est lui qui nous a appris le métier aussi quand même. Il faut le savoir quand même, le métier de berger, on l'a appris grâce à lui. Ben, c'est difficile comment dire. Il faut qu'il y ait une prise de conscience, surtout des gens, quoi. Quand les gens ont pris conscience, les gens du cru, les gens aussi qui arrivent, qui sont très sensibles souvent à l'occitan, eh bien, si on voit que c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre parce que ça fait partie du patrimoine culturel du pays, et qu'une fois que c'est perdu, ben ça peut être définitivement perdu, je pense qu'il y a une prise de conscience à prendre. Mais cette prise de conscience, quand même, elle se crée quand même, parce que, bon, même s'il y a des postes qui sont fermés, par exemple, il y en a d'autres qui ouvrent ailleurs, et on ne pourra jamais, comment dire, empêcher les gens au moins d'apprendre même cette langue, parce qu'il y a des initiatives aussi privées qui se développent de plus en plus, et de plus en plus, par exemple, de cercles occitans proposent des cours d'occitan aux adultes qui veulent l'apprendre, etc.
Alors ça serait quand même dommage, bien sûr, qu'on ne l'apprenne plus du tout et que n'en ait plus une sensibilisation à l'école, parce que l'école a un rôle fondamental justement pour protéger ce patrimoine, hein, au même titre que l'environnement, que la citoyenneté. Mais bon, après, c'est difficile d'en parler plus. On peut espérer aussi qu'avec Internet, l'occitan ne mourra jamais. Oui aussi. Parce qu'il suffit qu'il y ait 2 personnes sur Internet Bien sûr, hein. qui dialoguent en occitan ou qui aient un fait, site Internet. Et, bon, ça restera, il y aura toujours des traces. Mais enfin, c'est vrai que le nombre de locuteurs diminue. Bon, l'avenir, c'est difficile à dire. Hein. Oui. C'est vrai qu'on annonce la mort de l'occitan depuis des décennies, et puis finalement, ben, ça fait quand même maintenant presque un demi-siècle qu'il y a une renaissance, ou en tout cas un désir de maintenance, et donc ça peut durer encore quelque temps. Hein. Oui. Il y a d'ailleurs à ce titre souvent pas mal de radios locales qui parlent l'occitan, ou au moins qui ont des émissions en occitan. Hein. C'est-à-dire que la variété des supports culturels maintenant permet peut-être de compenser ce que ne fait pas comment dirais-je, le gouvernement, enfin en tout cas l'administration publique, quoi, l'État. L'État ne se soucie pas assez de préserver ce patrimoine, et heureusement il y a pas mal d'institutions culturelles qui reprennent. Et puis il y a pas mal aussi de municipalités, il y a beaucoup de communes où on met les noms des rues en occitan, à côté du français, ou le nom du village aussi. Oui. Bon, il y a eu l'initiative aussi à Toulouse de donner les noms des stations en occitan. Oui, à Toulouse, dans le métro, ça c'est sympathique. Oui. À Montpellier, malheureusement, elles parlent bien pointu, les femmes qui annoncent les stations. Voilà. Bon, ah ben oui, là en Val d'Aran, c'est langue officielle. Hein. C'est toujours pour nous la patrie quand on y va, parce qu'on arrive, on voit les drapeaux occitans partout, de l'occitan à sur tous les panneaux, les gens parlent. Bon, et puis c'est bien, mais ça vient, c'est grâce à la Generalitat de Catalunya, c'est les Catalans qui défendent leurs Catalans, et donc ils se sentent obligés de protéger aussi l'occitan qui fait partie de... Après, c'est vrai que l'État espagnol est un État qui n'existe plus dans les faits. C'est une fédération de grandes régions, de régions un peu autonomes. Et donc chaque région a gardé sa langue, hein, sur le Pays Basque, etc. Et donc c'est vrai qu'on ne peut pas comparer par exemple leur fonctionnement avec notre État à nous. Mais si par exemple l'Europe évolue dans le sens où petit à petit les États vont, comment dire, les grandes régions de nos États vont se substituer finalement aux États eux-mêmes, c'est pas impossible dans ces conditions que les langues régionales reprendront un peu de force, dans la mesure où elles seront aussi peut-être la représentation de la notoriété ou des racines d'une région. Donc ça, c'est pas impossible. Hein. Voilà. Mais on n'en est pas là en tous les cas. Hein. Non. Pour le moment. Je ne sais même pas si c'est souhaitable. Oui, voilà. Tel que l'Europe fonctionne actuellement. Il y a déjà assez de problèmes avec l'Europe, alors peut-être il ne faudrait peut-être pas commenter non plus les difficultés, c'est sûr.